Merci. Du coup, on va pouvoir commencer, peut-être juste rapidement faire un tout petit tour de table pour que, vu qu'on n'est pas ultra nombreux, ça va pas prendre un temps infini. Bienvenue à tous pour ce deuxième café de l'IA. Merci à John Samuel du LIRIS de nous faire cette présentation où on va parler de, si j'ai bien tout compris, c'est pas mon domaine d'expertise du tout, mais on va parler de représentation numérique de la ville et d'IA construite autour de ça. Tu m'arrêtes si tu me bêtises, John. Et donc, enchanté et merci encore à John pour son temps. Je vous l'annonce et je vous le répéterai, mais on a récemment eu confirmation de nos amis de l'hygiène pour faire le 3e café en février, 15 février, sur leur projet LIDAR qui, si je ne m'abuse, consiste à utiliser l'intelligence artificielle pour la cartographie aérienne et assimiler des types d'utilisation des sols sur des images satellites. Ils vont nous parler de leur succès et de leurs difficultés dans ce domaine, c'est intéressant aussi. Et voilà, et donc je suis Philippe Lemaire, chargé de projet ici au TUBA sur l'innovation et les données. Et je vais vous laisser vous présenter un par un dans le sens qui vous semblera le plus approprié. Je ne suis pas dans la salle, donc je vous laisse vous débrouiller là-dessus. Je démarre, Marjorie Richard, donc je suis marketing territorial chez GRDF, le distributeur de gaz. Emmanuel Stégère, Keolis Lyon, et je suis responsable du pôle digital expérience voyageur. Ok. Benjamin Gautreau, je suis également chez Keolis Lyon, mais je suis aussi doctorant au LAET, au laboratoire aménagement économie transport. Et je travaille sur des notions de graphes aussi, et ça m'intéresse. Okay. Vous étiez là pour l'Open Café Reverse Pitch Keolis il y a quelques mois avant? Oui, oui, exactement. Ok. Bonjour, Mirwan Dawadji, Keolis Lyon également. Moi, je suis géomaticien et administrateur SIG de Keolis. Ok. Keolis en force. Bonjour, Fusée de CEREMA, je suis en charge de la mission du territoire intelligent au niveau national. Bonjour Sophie. Ah, on a quelqu'un dans la salle d'attente. Oui, j'ai oublié de valider. Valide. Merci John, j'aurais pu le faire, mais j'ai pas réagi assez vite. Entendu à une bruit, donc j'ai dit OK. Bonjour Sophie, bienvenue. On va peut-être démarrer. Ouais, on peut démarrer. Il y a quelqu'un en salle d'attente, non? Non, il a laissé rentrer. Ah oui, pardon. Il y a une autre personne, mais je valide. Je clique, c'est bon. OK, Philippe, je te laisse cliquer peut-être parce que je... Oui, bien sûr, je m'en occupe. Je te laisse démarrer, John. Pour ceux éventuellement qui ne sont pas là, se récupérer le temps. Mettre sur Tuba visiteur pour avoir le Wi-Fi. Tout à fait. Très bien. Et donc, souriez, vous êtes filmé. Hein, l'intervention est enregistrée pour qu'on puisse la rediffuser pour ceux qui l'auraient raté. Yes. Philippe, on te laisse démarrer, hein, faire l'intro, et puis on enchaîne. J'ai déjà un peu fait pendant que tu étais dehors, mais donc c'est à John. Parfait. OK. Alors on démarre. OK. Merci beaucoup. Merci Tuba pour cette invitation. Je suis ravi de présenter le travail que je fais au sein du projet VCT dans le laboratoire LIRIS. Je suis enseignant-chercheur à CPO Lyon et je suis chercheur associé au laboratoire de LIRIS dans l'équipe base de données. Donc, le travail que je vais présenter aujourd'hui, c'est une collaboration entre deux équipes Origami qui travaillent sur l'aspect modélisation géométrique et l'équipe base de données. Donc, vous verrez les choses qu'on va montrer dans ce projet. Donc, le sujet que je vais traiter aujourd'hui, c'est l'aspect graphe dynamique pour des villes en évolution. Donc, à la base, notre objectif principal, c'était compréhension de l'évolution urbaine, donc comprendre le passé en utilisant les villes numériques en 3 dimensions. Donc, vous avez pas mal des outils qui peuvent vous aider à comprendre les changements en 2 dimensions, mais nous, notre objectif, c'est de voir ces changements urbains en 3 dimensions. Donc, quand je dis qu'on travaille sur l'aspect des changements urbains, il y a 2 aspects. Premier aspect, l'aspect représentation des données. C'est quoi les changements? Comment on peut représenter ces changements?
Et le deuxième aspect, comment on peut visualiser ces changements urbains ou naviguer ces changements urbains en 3 dimensions. Donc, bien sûr, on est dans le contexte de IA. On parle beaucoup en ce moment l'IA générique, surtout après l'arrivée de ChatGPT ou avant Galactica ou Gemini, Bard, Mistral, etc. Mais c'est très important de distinguer les différents aspects de l'IA parce que c'est important pour ma présentation. Donc, il y a 2 aspects de l'IA. Donc, le premier aspect, c'est l'IA symbolique et le deuxième aspect, le connectionist IA. Donc, quand on regarde c'est l'IA symbolique, donc tout le travail qu'on a fait jusqu'à 1990, on parle de IA symbolique, c'est-à-dire on a pensé qu'on peut représenter les connaissances humaines en utilisant les symboles et ça suffira pour représenter toutes les informations du monde et on va révolutionner. C'était ça à l'époque, on avait pensé ça. Et donc, toute cette idée par Alan Turing, Turing Machine, etc., qui a été proposée entre 1940 et 1960, on avait pensé qu'il y aurait une grande révolution dans cet aspect. Pareil, si vous regardez encore un peu plus sur cet aspect IA symbolique, on voit les conférences de Dartmouth par McCarthy et Minsky, où on avait parlé, on avait créé une définition de IA, et ensuite on a commencé à représenter les connaissances humaines en utilisant les aspects logiques. Donc c'est très important et on a dit qu'on peut représenter toutes ces informations. Il y a comment on dit, un hiver de IA, donc vous avez peut-être remarqué, c'est très important à souligner cet aspect. Il y avait un arrêt de financement de recherche au Royaume-Uni, parce qu'on a dit qu'on n'est pas capable de représenter toutes ces connaissances et l'IA qu'on a proposé, ça ne suffirait pas. Ça montre, donc si vous avez remarqué cette image, on a vu à partir de 1950, tout le monde parlait de IA un peu comme aujourd'hui, et tout le monde parle de ChatGPT, Bard, Gemini, etc. Et à l'époque, on avait dit qu'on va révolutionner le monde avec l'IA. Donc, il y avait une époque ici. Et ensuite, on a commencé à voir les systèmes d'export. Je ne sais pas si vous connaissez, on a dit qu'on est capable de laisser les machines à décider des choses pour nous, pour faire l'aspect décisionnel qui peut nous aider à faire des décisions par rapport en utilisant les données existantes. Ensuite, on a commencé à voir, il y a encore une deuxième hiver entre 1900 et 2000. Mais quelque part, je crois que c'est l'arrivée de l'Internet et en plus l'arrivée de beaucoup de données de grand volume et les machines de Intel ou de GPU qui sont sorties. On a vu que les modèles sont capables de représenter les connaissances en utilisant les aspects de neurones dans notre cerveau. Donc, l'approche connectionniste, c'est basé sur une approche basée sur les neurones sur notre cerveau. Donc, je pense que je ne veux pas détailler trop sur ce sujet, mais l'idée, c'est on est capable on pense qu'on serait capable de représenter les connaissances humaines en utilisant les connexions entre les neurones. Et donc, c'est ça notre idée actuelle. Donc, on essaye de représenter toutes les connaissances en utilisant l'approche connectionniste IA. Mais ce n'est pas suffisant, vous verrez à la fin, quand je vais présenter les aspects les concepts qu'on est en train de regarder en ce moment. OK, comment j'ai commencé à travailler sur ce projet? Donc, à l'époque, c'était en 2016, j'ai commencé à travailler dans un projet à l'ARIC, j'étais un postdoc au LERIS, et on a travaillé avec les géographes et un doctorant qui travaille sur l'aspect changement urbain. Donc, ils ont eu pas mal de données, des corpus de données, des délibérations municipaux, des cartes postales, etc. Et on a dit
pourquoi pas on utilise ces données pour représenter, pour comprendre l'évolution de la ville en 3 dimensions. Donc là, si vous voyez ici, c'est Gibor Eternos parce qu'ils ont une histoire, une vraie histoire de industrialisation, des industrialisations. Et on voit les traces de ces changements dans ces 2 villes. Donc, c'était notre idée à la base. Et on a vu qu'on peut utiliser ça pour, comme une base de données pour représenter des changements qui peuvent arriver dans une ville, peu importe l'industrialisation ou des industrialisations. Et ensuite, on aimerait bien aussi intégrer les corpus de données pour aider les chercheurs, surtout les historiens qui travaillent sur ce domaine. Donc, il y a la ville, donc vous verrez, il y a une démonstration après. Et à côté, vous avez des documents. Donc, les chercheurs peuvent utiliser ces documents avec la visualisation 3D de la ville pour voir, pour comparer, pour vérifier les informations qui ont été représentées dans la représentation 3D. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a dit qu'on a besoin de représenter des informations multidimensionnelles, donc l'aspect spatio-temporel des objets de la ville, le positionnement de ces objets, les changements de ces objets. Peut-être, par exemple, il y avait 3 étages dans un bâtiment, après il y a eu 5 étages, etc. Comment on peut représenter ce type d'informations? Les aspects sémantiques, les aspects thématiques de ces bâtiments. Et on aimerait bien aussi visualiser plusieurs documents dans un environnement 3D. Mais attention, si vous regardez si vous lisez les papiers de recherche, puis vous regardez ou assistez à des conférences, parfois on est capable de sortir quelque chose sur Blender ou sur des outils Maya, une belle visualisation, mais on n'est pas capable d'utiliser ces modèles sur un autre outil, sur les autres données, pour les autres villes. Donc, on avait une contrainte, c'est-à-dire qu'on n'utiliserait pas ce type d'outils, on va utiliser des standards. Donc, on aimerait bien créer une solution qui est interopérable, c'est-à-dire peu importe les personnes dans le monde peuvent télécharger les données pour représenter ces informations, pour visualiser ces informations. Ils n'ont pas besoin de recréer, recoder tous ces outils. Donc, c'était ça notre objectif de base. Donc, une solution interopérable. Donc, pas de standards, pas de formats qui ne sont pas connus. On aimerait bien utiliser les standards internationaux ou les standards assez connus dans le monde 3D. Donc, c'était notre idée. Donc, là, j'aimerais bien me présenter c'est quoi les modèles temporels, pourquoi c'est important. Si vous regardez les travaux de recherche, j'ai essayé pas mal de réduire la partie recherche, mais c'est important de contextualiser la recherche. Donc, il y a quelques slides où je vais parler des aspects recherche, mais j'ai évité pas mal de choses sur cet aspect. Donc, il y a 2 choses qui sont assez intéressantes. C'est l'approche snapshot method et les approches graph-based. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On focalise sur l'aspect graph. Donc, on utilise les données de la représentation graph pour comprendre les changements urbains. Si vous regardez les chercheurs qui ont travaillé sur les bâtiments, on voit qu'il y a des chercheurs qui ont étudié les changements. Par exemple, c'est un endroit qui a été étudié par Chiara Stefani en 2010. C'est sur les bâtiments historiques. Et on voit comment elle utilise le bar temporel pour étudier les changements des édifices patrimoniaux. Okay. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cet aspect barre temporelle ou les changements urbains? Quand on regarde ça, donc si vous avez déjà travaillé avec les données de Métropole de Lyon ou vous avez travaillé avec des données bien temporalisées, c'est une snapshot, c'est-à-dire c'est une capture d'une ville à un moment donné, par exemple T0, T1, T2. Donc, vous pouvez représenter un bâtiment, une ville à un moment précis, donc par exemple T0 ou T1, mais ce n'est pas suffisant parce qu'on aimerait bien étudier les changements. Donc, c'est quoi ces changements?
pour préciser, on aimerait bien voir qu'est-ce qui se passe entre l'état 0 et l'état 1. Nous, quand on voit cette image, OK, en tant qu'humain, c'est facile, on peut dire qu'il y a il y a encore un étage, en état T1, et dans l'état 2, on a construit un bâtiment à côté. OK, en tant qu'humain, on peut faire ça, on peut utiliser ça, on peut expliquer dans un contexte de discussion. Mais imaginez dans un niveau de la ville, c'est difficile de regarder tous les bâtiments dans une ville pour comprendre ces types de changements. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de voir cet aspect. Quels sont les changements qui ont été eus entre l'état 0 et l'état 1? Donc, ou état 1 et état 2. Donc, c'est ça qu'on va focaliser, les modèles basés. Si vous êtes des informaticiens, je pense que vous connaissez un peu le Git. Donc, le Git, par exemple, est capable de versionner des objets, c'est-à-dire que vous avez une version d'un document et ensuite vous avez une deuxième version après une date particulière. On peut penser ça comme ça. Donc, on peut dire que ici, il y avait rien il y a, je ne sais pas, 50 ans. Et après, on a construit un bâtiment. Après, on a ajouté des étages. Et après, on a démoli ce bâtiment. Donc, on peut dire que c'est des versions d'un bâtiment. Vous pouvez aller loin, c'est la version de la ville. Donc, il y a un aspect multi-échelle. Donc, vous pouvez parler d'un bâtiment, vous pouvez aller jusqu'à le niveau d'une ville. Donc, c'est des choses qu'on a étudiées. Mais comme je vous ai dit, on travaille pas mal avec des géographes, avec des historiens. Et eux, quand on travaille avec eux, on a compris que parfois, il n'y a pas une seule histoire. Il y a plusieurs histoires qu'ils veulent raconter. Donc, on aimerait bien garder ces traces. Donc, si vous avez proposé, par exemple, si vous travaillez avec les historiens ou archéologues, ils racontent que la ville a changé de telle ou telle façon. Et parce qu'on a ces documents pour montrer qu'il y a quelqu'un qui a écrit, ou il y a une image, il y a des peintres qui ont expliqué ces concepts. Donc, l'évolution de la ville, c'est comme ça. Mais si par exemple, si vous travaillez avec les données de métropole, on a une vision officielle. Donc, on a des données qui ont été sorties par la ville. Donc, on dit que ça, c'est une version officielle. Mais pourquoi pas, on donne la possibilité aux chercheurs pour ajouter plus d'informations, s'ils ont plus d'éléments, pour dire, oui, mais entre V2, version V2 ou version V2, il y avait une autre version qui était présente. Donc, on a des preuves pour montrer ce changement, peut-être un bâtiment de 4 étages, entre un bâtiment de 3 étages et 5 étages. Un exemple très simple. Pour préciser, par exemple, c'est un exemple de délibération municipale de Givor, de la ville de Givor, qui a été publié en 1877. Donc là, c'est intéressant, vous avez remarqué, on a un aspect cadastre, donc il y a le cadastre, et il y a un document, il y a la délibération municipale. Donc, vous pouvez utiliser ce texte pour sortir les mots-clés importants, les cadastres. Donc, par exemple, les dates qui sont présentes, dans quel contexte, l'usine Brignon, etc. Donc, on a commencé à faire ce type de lien entre ces cadastres et les documents qui parlaient de cet aspect. Donc, vous avez remarqué les couleurs qu'on utilise. Donc, on parle de référence et cette référence est liée avec ça. Cette référence orange est liée avec cet endroit, etc. Donc, c'est ça qu'on veut avoir parce que c'est quelque chose qui est très utilisé par les géographes, archéologues, etc. OK, donc c'est des standards que je vous ai dit. Donc là, je vais entrer dans les détails. Comment on a réussi à créer ce type de solution. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, notre objectif, c'est d'utiliser les standards, mais pas quelque chose qu'on va créer à notre côté avec Blender ou des autres logiciels. Donc, les standards, plus des réutilisations des outils open source. Ça, c'était quelque chose qu'on a fait. Là, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est aussi l'aspect représentation où on voulait mettre plus d'informations
du changement urbain avec ces modèles de données qui sont présents. J'ai déjà donné les slides à Frédéric, donc si vous avez des questions, je ne veux pas rentrer parce que c'est pas, si vous avez des questions, je vais revenir. Là, je vais rentrer avec des démonstrations. Donc là, on est sur la ville de Lyon, vous avez remarqué, c'est le tour crayon. Donc, on aimerait bien voir les changements. Là, c'est Grand Hôtel de Ville et vous avez remarqué, on a commencé à faire des liens de bâtiments avec les documents. Là, j'aimerais bien montrer les changements. Si par exemple, si vous voyez la couleur verte, c'est-à-dire on a créé quelque chose, on a créé un bâtiment. S'il y a eu une modification, on utilise la couleur jaune. Si on a démoli ce bâtiment, on a utilisé la couleur rouge. Donc, ça, c'est basé sur les vraies données de Métropole de Lyon. Donc, on raconte l'histoire entre 2009 et 2015. Ça, c'est le quartier de Confluence. Et on a étudié, donc vous avez remarqué les différents changements, les démolitions qu'on a fait. Et voilà, donc les différents changements entre les deux villes. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est très important de préciser. Donc, comme j'ai expliqué, on a l'aspect snapshot model. Donc, si vous regardez Grand Lyon, data.Grand Lyon, on a des données de 2009, 2012, 2015, 2018. Mais on n'avait pas la possibilité de voir les changements entre les deux versions. Donc, parce que pour nous, c'est important pour étudier quels sont les bâtiments qui ont été distribués, quels sont les documents qui ont été liés avec ce type de changement. Donc, on a utilisé l'aspect spatial, l'emprise du sol, de ces aspects géométriques pour comprendre les différents changements qu'on a eu dans ces bâtiments. Parfois, il y a des bâtiments qui ont été fusionnés, il y a des bâtiments qui ont été démolis, etc. Il y a beaucoup de changements complexes qui ont été étudiés, mais nous, on avait focalisé beaucoup sur l'aspect création, modification et démolition parce que ça, c'est quelque chose qui nous a intéressés à l'époque. Deuxième, c'est le niveau de la ville. Vous avez remarqué, on est sur toute la partie Lyon. Et là, vous avez remarqué ces zones entre 2009 et 2000. Donc, ces changements, donc les différents endroits où on voit les choses. Un autre aspect qui est assez important à préciser, vous pouvez utiliser ce type d'approche pour étudier la qualité de vos données de Métropole. Parce qu'on a remarqué que quand peut-être c'est des fournisseurs qui donnent des informations, ils ont changé la façon qu'ils ont représenté des données. Donc, parfois, on voit un bâtiment, on ne voit pas des changements, c'est juste parce qu'ils ont changé la façon qu'ils représentaient la géométrie dans un bâtiment. Mais grâce à ce type d'approche de visualisation, on est capable de comprendre les problèmes ou les changements qui sont présents dans ces données. Une autre vidéo que je peux vous montrer, c'est pour niveau de la ville. Et là, c'est le document, l'intégration de documents. Là, tout à l'heure, je vous ai montré. On va arriver sur Hôtel de Ville. Attention, vous avez remarqué, les liens sont disponibles. Si vous voulez tester, vous avez toutes les démonstrations que je montre, c'est disponible pour tout le monde. Vous pouvez tester. Là, on va arriver, on va dire, OK, montrer les documents qui sont. Donc, on est arrivé sur place. Hôtel du. Et là, les documents qui sont associés sont mis à jour. Les objets qui sont liés, on voit. Et donc, il y a 3 documents qui sont liés avec ce bâtiment. On peut voir. OK, donc là, ça, c'est intéressant parce que, je vais juste montrer, il va cliquer sur Visualize. Et là, on voit comment on superpose une ancienne image sur un document 3D. Donc, c'est assez intéressant parce que les historiens ou les urbanistes peuvent comprendre les changements qu'on a eu après une date particulière. Ça, c'est les données de 2009, mais si on a une ancienne image, on peut utiliser ça pour voir les changements. OK. Donc là, je vais plutôt aller sur les autres aspects. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, les données graphes
était important, là, vous avez remarqué juste les aspects visualisation, mais derrière, on voulait étudier aussi les changements de la ville en format graphe. Donc, on voulait, par exemple, si on a une version de bâtiment qui est là et on a eu ces changements, comment on peut représenter ce type de changement en format graphe. C'est quelque chose qu'on a étudié. Juste encore, encore un slide sur de la recherche, mais c'est important si vous voulez étudier comment on a fait. Nous, notre approche, c'était basée sur l'approche UML, c'est-à-dire on ne veut pas créer un modèle où on va donner quelques données et ensuite les gens vont utiliser des traducteurs pour changer les données XML vers un données RDL et c'est bon. Parce que comme j'ai expliqué en début de ma présentation, pour nous, c'est important que les choses qu'on fait sont basées sur les standards et tout le monde peut réutiliser. Donc, c'est pourquoi si on a un modèle, on avait utilisé un modèle c'est un modèle assez important pour modéliser des informations. On a dit qu'on va assurer quelque chose qui est basé sur les modèles UML, qui peut nous aider à créer ce type d'informations en restant sur les aspects, l'aspect interopérabilité. Là, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est juste qu'il y a des changements qui, par exemple, s'il y a une classe, on a fait un mapping vers une classe. S'il y a des associations, on a fait un mapping vers object property, etc. Qui nous donne ce type d'informations d'un bâtiment et les informations qui sont liées avec un bâtiment. Pourquoi c'est important? Parce que si on a des données d'extérieur, on peut commencer à faire un lien entre un objet et par exemple, Wikipédia, Wikidata ou voir les documents officiels. On peut faire ce type de lien. Et si vous avez des questions sur cet aspect, vous pouvez dire, donnez-moi toutes les informations qui sont liées avec le bâtiment. Et grâce à ce type d'approche de graphe, on peut facilement sortir ces informations, tout en respectant l'aspect dynamique du graphe. Donc là, c'est un bâtiment, la date de création de ce bâtiment, c'est quel type de bâtiment, il y a combien, parce qu'on peut aller très détail, on peut aller dans les détails. S'il y a des toits, il y a combien de toits, s'il y a des murs, il y a combien de murs, etc. On peut représenter toutes ces informations en format graphe. C'est des informations qu'on a fait. Donc, c'est pour un bâtiment, c'est des aspects géographiques, c'est des aspects sémantiques d'un bâtiment qu'on a fait. Donc, c'est les transitions qu'on a représentées, les différents changements qu'on a eu, quels sont les changements qu'on a eu dans les différents bâtiments qu'on a représentés. On peut poser des questions intéressantes. Donnez-moi tous les bâtiments qui sont présents dans ces types de zones. Encore, on est dans un format graphe. On peut poser ces types de questions, des versions, etc. Et là, j'aimerais bien juste arrêter parce que c'est aussi important dans le contexte de IA. C'est l'aspect pourquoi graphe, pourquoi vous avez tout représenté, pourquoi pas une base de données, etc. Et ça, c'est comme j'ai dit, première chose qu'on a depuis 2000, on a commencé à voir les changements des gens. On commence à voir que toutes les données d'une ville ou des bâtiments, on a commencé à mettre sur le web ou en ligne. Et donc, on a commencé à faire les liens entre les objets. Donc, si on sait c'est Tuba Lyon, si on a des documents sur, je ne sais pas, Wikipédia, sur Notion, etc., on aimerait bien faire le lien avec un objet donné d'une ville et les différents documents qui sont présents dans différentes bases de données. Donc, c'est-à-dire, on est dans un contexte où on est capable de répondre pas mal des informations avec toutes les approches que je viens de mentionner dans les documents, etc. Mais c'est important que ces types de choses pour sortir des informations en temps réel, les connaissances qu'il n'y en a jamais eu. Donc, si vous regardez les approches symboliques, etc., on avait toujours cette possibilité de déduire ou en faire un nouvel type d'information en utilisant les données existantes. Quelque chose qu'on fait actuellement, essaye de faire, par exemple, sur ChatGPT, vous donnez une grande volume de texte et le ChatGPT fait une sorte de synthèse.
Mais c'était donc on est dans le contexte du connectionniste. Mais avant, qu'est-ce qu'on faisait dans l'approche symbolique? On avait des règles, on avait des theorem provers qui peuvent nous aider à dire oui, mais vous avez dit qu'il y a ce type de features, mais le changement n'est pas correct parce que vous ne respectez pas telle ou telle règle. Donc, ça, c'était un point positif des approches symboliques qu'on veut toujours garder dans notre recherche. Donc, par exemple, ici, j'essaie de dire, peu importe un feature, ça peut être le mieux. Si vous avez créé une nouvelle version ou vous avez détruit une nouvelle version, on aimerait bien préciser que la date de création d'un objet, d'un feature, c'est avant de la destruction. C'est évident pour les humains, mais ce type d'information, on ne peut pas représenter, les machines, ils ne savent pas. Donc, nous, on a besoin de représenter ce type d'information. Donc là, j'ai donné un exemple très simple. J'ai dit, si c'est une feature, c'est la date de création de cette feature, c'était 1. Si la date de destruction de cette feature, c'était 2. Donc, le T1 devrait être inférieur à T2 parce que c'est une connaissance humaine, on se dit bien, mais les machines ne savent pas. Donc, ce type d'information, donc, c'est vraiment un exemple très simple. Si vous voulez, on a fait des recherches sur cet aspect. Je vais juste montrer une image comme, donc là, c'est des visualisations 3 dimensions et ça, c'est à côté, vous avez des graphes. Donc, d'une version d'une ville. Et vous pouvez cliquer sur n'importe quelle version et vous pouvez récupérer les informations. Donc là, je vais peut-être aller ici. Donc là, c'est la même chose, mais c'est les points que vous avez remarqués, c'est les différents bâtiments, les différents features d'une ville en 2009. Et ça, c'est de la version de la ville, donc c'est-à-dire tous les bâtiments de Lyon en 2012. Et c'est des points. Et vous avez remarqué les connexions entre les deux villes. Donc là, je voulais vraiment montrer dans une échelle assez large. Mais si votre recherche est très précise pour lier avec un bâtiment, on peut utiliser ce type d'approche, quelque chose qu'on fait avec des différents types de recherche dans notre laboratoire. Donc là, c'est quelque chose qu'on a fait. Donc, je suis venu sur l'aspect presque à la fin de ma présentation. Comme je vous ai dit, toutes les choses qu'on fait sont basées sur les standards et toutes les choses qu'on fait sont reproductibles. C'est-à-dire, quand on publie un article, c'est pas juste on a publié un autre coin. Vous pouvez télécharger les jeux de données, vous pouvez télécharger le logiciel qu'on a créé et vous pouvez tester vous-même toutes les informations. Donc là, on a une partie reproductibilité donc, qui montre que toutes ces choses qu'on vous montre aujourd'hui, c'est reproductible. Si vous cliquez sur les liens projet LIRIS CNRS FR, les sites demos, vous avez toutes les démonstrations, des autres démonstrations, parce que moi, j'ai présenté juste une partie du projet VCT. Il y a des autres aspects des projets de visualisation, des différents types de visualisation que je n'ai pas montré. Nous, on a un lien dédié à Grand Lyon. Si vous voulez regarder les démonstrations sur Grand Lyon, on a aussi des démonstrations sur grandlyon.com. OK, je suis arrivé à la fin de ma présentation. Quelle est la place de tous ces aspects dans un contexte de LLM, dans un contexte de BARD, ChatGPT, etc. Pourquoi c'est important? Donc, il y a deux façons. Première façon, on les appelle l'aspect fine-tuning. Et le deuxième aspect, c'est Retrieval Augmented Generation. Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez testé vos données, vous avez vos données dans votre entreprise, mais parfois, vous ne voulez pas vraiment mettre ces données sur le site web de ChatGPT pour des raisons lambda, parce qu'on sait déjà, il y a des entreprises qui ont interdit l'utilisation de ChatGPT dans leurs locaux parce qu'on a vu que les gens copiaient le code de l'entreprise, ils mettaient sur ChatGPT, donc c'est divulgation des informations. Donc, on veut éviter cet cas. Donc, on a une approche, elle s'appelle fine-tuning. Donc, il y a énormément de modèles. Il n'y a pas que ChatGPT, il y a aussi Llama, il y a Mistral, tous ces modèles qu'on peut utiliser.
Et là, c'est intéressant parce que c'est vos propres données. Donc, dans notre contexte, c'est nos données. Peut-être, donc, dans notre contexte de laboratoire, c'est des données ouvertes. Donc, il n'y a pas vraiment un grand souci. C'est des informations qui sont basées sur les données de Grand Lyon ou sur des données open data, de open data. Donc, il n'y a pas un problème, mais on peut utiliser ces données pour générer des informations intéressantes. Je vais donner un exemple simple. C'est quelque chose que je fais dans mes TP à l'école. Vous avez pas mal de modèles qui sont capables de détecter les objets sur une image, mais par exemple, j'aimerais bien aller encore plus loin pour étudier des contextes dans les images de mon entreprise. Je peux utiliser les données, pardon, les modèles qui ont été déjà entraînés, qui sont capables de détecter des objets comme tables, chaises, etc. Et je peux les utiliser dans mon contexte. C'est-à-dire, ici, vous avez votre modèle et vous pouvez entraîner votre modèle avec vos propres bases de données sans partager ces informations à l'extérieur. Donc, qui est quelque chose qu'on aimerait bien faire. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect Retrieval Augmented Generation qui est un sujet assez important parce que vous avez vos propres données et vous avez des propres bases de données. Vous êtes capable de chercher les informations pertinentes dans votre base de données, mais vous n'avez pas cette possibilité d'avoir une réponse parfaitement écrite. Comment je peux utiliser mes données de propres données en utilisant la recherche dans mes bases de données? Et ensuite, je peux demander à mon chat GPT d'utiliser mes données plus les connaissances qu'ils ont à leur côté pour pour donner une réponse parfaite à mon utilisateur. Un exemple simple. Vous savez déjà que la date de dernière information sur ChatGPT, la version gratuite, c'est septembre 2021, il y a quelques mois. Maintenant, c'est janvier 2022. Et vous avez une question, par exemple, donnez-moi tous les présidents de la République de la France depuis le début. Et vous avez à votre données les informations je ne sais pas, depuis 2015. Là, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez utiliser vos propres jeux de données dans ce contexte et on peut récupérer les informations qui sont présentes dans votre contexte et vous pouvez donner cette information à ChatGPT plus les informations qui sont présentes dans le LLM, dans le ChatGPT, et il est capable de générer une liste complète en utilisant les connaissances qu'il a déjà, en utilisant les données on les fournit. Donc, les deux, et il merge et il peut générer une réponse complète. Il peut vous donner tous les présidents, même si vous n'avez pas toutes les informations à votre base de données, mais vous êtes capable de répondre à ce type de questions facilement à l'utilisateur. Et ça, ces types de questions sont très importantes pour nous parce que on aimerait bien étudier comment on peut utiliser ce type de connaissances parce qu'on a des changements urbains, mais aussi on a pas mal d'informations sur Lyon, sur les autres villes, sur les modèles de données comme ChatGPT ou Bard. Comment je peux nourrir ce modèle en utilisant le modèle LLM et avoir des réponses parfaites. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de voir. Voilà, donc, conclusion perspective, vous avez remarqué que notre objectif, c'est focaliser sur l'aspect interopérabilité. Les choses qu'on fait sont réutilisables, donc vous pouvez télécharger les codes sources ouverts. On a fait très, très attention d'assurer que la documentation, c'est parfait. Donc, les gens peuvent vérifier. Si vous avez des problèmes, vous pouvez nous contacter. Et les données qui ont produit ou les codes qui ont produit, il y a des liens permanents, c'est-à-dire, vous pouvez dire que j'ai besoin de telle ou telle version de code source et j'aimerais bien travailler sur cet aspect. Donc, l'aspect reproductibilité. Quelques aspects, quelques perspectives. Donc, là, on continue, l'échange que j'ai présenté aujourd'hui, c'est lié avec les travaux que j'ai commencé il y a quelques années et le doctorant qui vient de soutenir Diego Vinasco Alvarez, qui a soutenu il y a quelques jours. Donc, j'ai présenté son travail, mais nous, on continue de travailler sur cet aspect évolution urbaine, sur les questions beaucoup plus complexes. J'ai plusieurs versions de la ville. J'aimerais bien avoir
toutes les villes, toutes les métros qui étaient accessibles dans les différentes versions de la ville. Donc en utilisant les différentes versions. Donc, c'est des questions qu'on pose en utilisant ces données graphes. Et un autre aspect, donc j'ai montré quelques règles. On n'a pas parlé, par exemple, l'aspect inférence, détection des nouvelles informations. C'est quelque chose qu'on aimerait bien traiter dans notre contexte de travail. Voilà, donc c'est des travaux de recherche qui ont été financés par l'ABEX EU, Intelligence urbaine, et par l'Université de Lyon et le projet ANR. Voilà, quelques références. Ouais. J'arrête ici. Je sais pas, j'ai pris beaucoup de temps. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Peut-être des questions. Moi, j'ai quelques petites questions. Déjà, merci pour la présentation. Je me demandais si vous aviez déjà envisagé ou peut-être utilisé ce genre de modèle pour faire de l'évaluation de politique publique, par exemple, ou pour voir si, en termes urbains, une modification a un effet à une période, à un endroit, et le même effet à une autre période, à un autre endroit. Ce genre de choses. Le premier aspect, on n'a pas, en tout cas, moi, je n'ai pas étudié ou dans le projet VCT ou dans le LabEx IMU, il y a des gens qui ont étudié, je crois, sur l'aspect politique parce que c'est des analyses des textes, des discours, des choses. Mais pour le deuxième aspect, on a étudié, par exemple, des cas comme si on propose la construction d'un bâtiment dans un tour quelque part, quel sera l'impact? Imaginez, j'ai décidé de mettre un tour ici quelque part et je ne peux pas avoir la basilique de Fourvière. C'est des bâtiments remarquables. Donc, on a étudié ce type de cas, par exemple, on dit skyline. Quel est l'impact d'un projet sur le skyline d'une ville? Quel sera l'impact sur d'une construction sur les bâtiments qui sont autour d'une ville, par exemple, si j'ai construit une ville, donc il n'y a plus de soleil. Donc, ce type de choses ont été étudiées par Frédéric Pedrinis sur l'ASP qui a soutenu en 2016 ou 2017. Et donc, on a étudié ce type d'aspect. On a également étudié l'aspect végétalisation, par exemple. Qu'est-ce qui se passe si je propose des projets de végétalisation tel ou tel genre, quel sera l'impact? Donc, c'est des choses qui ont été étudiées par nous. Mais en tout cas, pas directement par moi, mais dans ce contexte. Et on utilise ce type de modèle. Une chose que je n'ai pas discuté aujourd'hui, c'est qu'on a aussi, je crois qu'on avait fait à Tuba ou avec Métropole, on avait présenté, on a une maquette 3D avec des Lego et vous pouvez, donc on a des gens, donc la maquette 3D de la ville de Lyon est une sorte utilisée comme une médiation. C'est-à-dire les gens peuvent venir pour placer des différents objets et pour étudier l'impact de ces propositions dans une ville. Donc on a cet aspect, bien sûr que je n'ai pas parlé aujourd'hui. Parce que comme j'ai dit, je parle juste un aspect de projet VCT, donc il y a des autres aspects qui on traite ce type de choses. Et moi, j'ai une petite question, je ne sais pas si vous m'entendez, sur les utilisateurs cibles de ce genre de dispositif, qui ont l'air assez complexes. On a parlé pas mal d'un historien hypothétique qui s'intéresserait à comment tel ou tel bâtiment s'est transformé dans le temps. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de l'ensemble des utilisateurs qui pourraient être intéressés par ce genre d'outils, au-delà de l'historien? Je vais rebondir parce que ma question elle est similaire mais plus ciblée. Je me demandais si dans quelle mesure en fait on peut agréger, parce que là c'est ce que j'entends moi, c'est assez historique et géographique. Dans quelle mesure on peut corréler ça à des données démographiques en fait, et mesurer justement l'évolution de la démographie et aller au-delà en simulant, je mets un bâtiment là plutôt que là, quel est l'impact sur
toutes les infrastructures, en fait, je pense au transport aussi. OK, donc je vais répondre les deux questions. Donc, c'est pas que des historiens. Donc là, j'ai focalisé sur comprendre le passé, mais ça peut être aussi des urbanistes, c'est-à-dire les gens qui planifient la ville, les changements urbains. Donc, on a aussi étudié les deux aspects, mais parfois, on a travaillé pas mal avec des historiens. Donc, on a des vrais jeux de données ou des vraies documentations, et donc on peut facilement montrer, mais on a aussi travaillé avec les urbanistes qui ont étudié, par exemple, Gratte-Ciel, le quartier du Gratte-Ciel à Villeurbanne. On a essayé de comprendre les changements de ce quartier après 2021, 23, pardon, quand on a fait des démonstrations dans les villes, dans les années suivantes. Donc, c'est une possibilité. Et pour répondre à cette question, à votre question d'agrégation, c'est quelque chose que j'ai discuté très vite. C'est l'aspect agrégation des informations d'une version. Parce que, par exemple, quelle était la population de différentes zones dans différents moments de temps, c'est très important. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait avec le nouveau doctorant qui étudie ce type d'aspect agrégation, parce qu'on aimerait bien poser ces types de questions. Quelle était la tour max, l'auteur maximale d'une ville dans plusieurs versions. Donc, peut-être parce qu'on a démoli quelques bâtiments en temps. Donc, pour ça, on a besoin des agrégations. Et les outils, malheureusement, les outils actuels, ils ne sont pas capables à régler ce type de problème. Et donc, le doctorant qui travaille actuellement avec nous travaille sur cet aspect. Comment je peux récupérer, comment je peux analyser plusieurs villes en parallèle pour répondre à ce type de questions. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire. Parce que tout cet aspect, c'est juste la production des données. On a généré les données, on a représenté les données, on n'a pas fait des requêtes complexes. Oui, donc, les requêtes complexes que j'ai montrées, vous avez peut-être remarqué, c'était pas des choses assez complexes, c'est pas des agrégations, c'est des informations pour donnez-moi en bâtiment les informations qui sont liées avec ce bâtiment, etc. Ou visualiser facilement ce type de choses. Mais oui, on a quelqu'un qui travaille sur ce sujet en ce moment. Parce que c'est lié avec les changements urbains. Et quelque part, c'est lié avec ça, ce modèle-là, justement, fine-tuning et l'autre ou pas? Un petit peu, mais là, on aimerait bien encore rester sur l'approche symbolique parce que nous, on aimerait bien utiliser ça pour nourrir le LLM, mais pas juste nourrir le LLM, parce que ça, c'est pas très intéressant pour nous. Parce que nous, on aimerait bien garder nos données pour des raisons X. Comme vous connaissez mieux que moi, dans un contexte d'entreprise, il y a des informations qu'on ne veut pas mettre à l'extérieur. Je me demandais aussi, comme vous avez des informations sur à la fois les bâtiments, les modifications qu'ils ont connues dans le temps, leur position les uns par rapport aux autres. Dans les documents, il y a aussi le contexte, du coup, pareil, je reviens sur la politique publique, etc. Est-ce que vous seriez capable de formuler des recommandations, par exemple, sur quel type de bâtiment on pourrait avoir quel type de modification ou ce genre de choses, en faisant de la recommandation à partir de tout ce que vous avez comme information sur les graphes? D'accord. OK. Ça, il y a une limite parce que comme je l'expliquais, on utilise les données de Métropole de Lyon. Donc, la Métropole de Lyon donne des géométries. Donc, on a les géométries en bâtiment et on utilise ça pour voir quels sont les changements qui ont été faits. Donc, si le géométrie est changé, on est capable de dire quels sont les changements qu'on a eu entre un géométrie et le 12e. Donc, ça, on est capable. Mais plus en détail, c'est-à-dire on a besoin d'ajouter plus d'informations sémantiques. Donc, on est capable de faire ça, mais avec les données de Métropole, c'est limité. Mais avec des données encore, si vous avez des données, on est capable de faire ça. OK. Et il y a des travaux de recherche qui font de la recommandation comme ça sur des sujets géographiques,
formes urbaines, des choses comme ça? Ça, je ne peux pas vraiment dire. Ok. Par contre, je vais peut-être citer le travail de cette personne que j'ai parlé en début. Pardon, c'était juste Chiara Stefani. Elle avait vraiment étudié, donc encore, c'est dans le contexte de édifices patrimoniaux, mais c'est intéressant parce que elle a utilisé beaucoup des informations de changement. Par exemple, un objet a été séparé d'un bâtiment, on a mis quelque part ou annexé annexation des bâtiments. Donc, comme j'expliquais dans notre contexte, on avait fait création, modification, démolition. Mais si vous regardez le travail de Chiara Stefani, il y a presque 17 ou entre 10 et 17 modifications possibles dans un bâtiment. Donc, si on a ce type d'information, c'est-à-dire si on a des données qui contiennent ce type d'information, on peut les intégrer, mais nous, on n'a pas. Ok. Mais c'est vraiment une bonne référence. Chiara Stefani, parce qu'elle a vraiment étudié beaucoup de modifications des bâtiments. Après, c'est historique, patrimoine. C'est quel type de base de données qui héberge toutes les données là, que vous avez utilisées de la ville de Lyon? Il y a du... C'est de base de données graphes. Par exemple, on a utilisé Strabon, S-T-R-A-B-O-N, parce qu'il y a l'aspect spatio-temporel qui n'est pas traité par les autres bases de données graphes. Et nous, on avait besoin de répondre à ce type de questions. Strabon ou sinon Blaze Graph, la deuxième base de données graphes. Mais on continue de tester des autres. On n'est pas limité. C'est des données RDF, donc on peut tester avec différents types d'outils. Okay. Mais Strabon, c'était ça quand même. Mais du coup, la source, c'est des documents qui sont fournis par la métropole. Enfin, c'est automatisable derrière, il n'y a pas de traitement manuel. Par exemple, les données de Jivor, c'est lié, ça vient de Archie, par exemple. Archive municipale de Lyon. Donc, ça, c'est pas notre donnée, ça vient pas, ces images, ça vient pas de nous, ça vient de Archie, par exemple. Et aussi, c'était étudié par les chercheurs de EVS, chercheurs de EVS. Donc, les données, par exemple, fournies par la métropole de Lyon, pardon, c'est quoi? C'est des cadastres, c'est des visuels? C'est des données CTGML. C'est un format de données qui est capable de représenter les bâtiments en 3 dimensions. Donc cadastre, c'est 2 dimensions. Donc, là, on a vraiment besoin de représenter. C'est une description? Non, OK, ça, je vais peut-être montrer, par exemple. Pardon, mais c'est... Non, c'est vraiment une bonne question, parce que... non, c'est assez important, parce que... ici, je ne sais pas, vous voyez, mais par exemple, on a un bâtiment. Ici, par exemple, c'est un bâtiment. Il y a plusieurs parties, toit, les murs, etc. Et pour toutes ces parties, on a des points. Ouais. Et donc, ces types de points sont présents dans le format CTGML. Donc, on a des informations détaillées, c'est-à-dire, c'est un bâtiment, il y a 4 murs. À quel endroit il est situé, quelle est sa hauteur, etc. Quelle est sa hauteur, quels sont les points de différents objets, points de ce bâtiment, qui nous aident à construire toutes ces informations. Donc, tout ça, c'est vraiment, on peut aller très loin. Si le métropole ou un fournisseur donne des données précises, le CTGML est capable de représenter des informations très détaillées, y compris des informations de l'intérieur du bâtiment. C'est-à-dire IFC, si vous avez remarqué, BIM IFC, si vous avez déjà travaillé avec ce type de données, BIM IFC, donc on a un autre doctorant qui travaille sur l'intérieur du bâtiment. Ce type de modèle pour utiliser pour avoir une vision beaucoup plus détaillée. Donc là, c'est le niveau 2, donc c'est juste des coins, mais vous pouvez avoir des portes, des murs. Alors ces données-là, ça veut dire qui est-ce qui les fournit? C'est par exemple à l'occasion d'un dépôt de
permis de construire ou des choses comme Ah, ça? les données de 2000 par métropole? Ouais, mais comment elle les récupère, elle-même? Ah, je pense qu'il y a des prestataires qui Par prennent des photos, qui prennent des images satellites. Parce que là, je n'ai pas montré des images texturées, mais on peut aussi voir la ville texturée. Donc, on peut avoir mais c'est des prestataires et par exemple, les dernières données qui sont disponibles, ça date de 2018. Donc, il y aura peut-être en 2021. Donc, 2009, 2012, 2015, 2018. Peut-être il y aura 2021 ou 2022. Mais c'est des prestataires et c'est. Mais quand on remonte sur l'historique, tout ça, c'est. Ça, c'est par exemple, pour donner un exemple, si on travaille sur une zone précise, donc on a eu des cas, on demande l'aide des infographistes pour préciser ce type de modèle et on convertit ces modèles en format CityGML et après on les visualise. D'autres remarques, d'autres questions, d'autres interrogations sur les difficultés rencontrées, sur au contraire les éléments. Sur la difficulté, il y a pas mal de choses. Par exemple, là, j'ai vraiment simplifié la présentation. Il y a beaucoup de problèmes et c'est pas facile. Par exemple, la conversion du graphe que j'ai montré, c'était très simple, mais c'était un travail de Antaser pendant ces 3 dernières années. Il y a beaucoup de problèmes. C'est pas facile parce que les bâtiments changent et dans les données, parfois, on n'a pas cette information. Par exemple, en 2009, on dit que cet identifiant, l'identifiant de ce bâtiment, c'est B280, quelque chose. Et dans un autre, c'est indiqué, c'est CB234, quelque chose. Donc, on n'a aucune information pour dire que c'est les mêmes bâtiments. Donc, on doit faire ce type d'étude que, OK, on parle du même bâtiment, OK, on prend en compte l'aspect géométrique, c'est-à-dire l'emprise du sol pour voir s'il y a un overlap ou il y a couverture de 95% de zone, donc on parle du même bâtiment, donc c'est le même bâtiment, etc. Donc là, tout ça, je n'ai pas parlé parce que ça va compliquer la présentation. C'est pas possible de présenter ça. Mais bien sûr que toutes les choses que j'ai présentées sont déjà publiées, donc vous pouvez consulter. Sinon, vous pouvez nous envoyer un message. Ok. Désolé, il y a un peu de bruit derrière moi, mais en tout cas, merci beaucoup, John Samuel. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions dans la salle. J'en profite avant que Teams me coupe parce qu'on a atteint le quota de 1 heure. Je vous rappelle que le prochain rendez-vous, c'est le 14 février avec l'hygiène pour parler de. 15 février, je crois. Le 15, oui, pardon, le 15 février, pour parler de leur projet qui utilise de l'IA pour assigner l'usage des zones au sol à partir d'images satellites. Je n'ai pas le bon terme, mais. On dit LIDAR. Voilà, le LIDAR, c'était le terme que je cherchais. Merci à toutes et à tous. Merci John pour cette présentation, ce partage. J'espère que voilà, une fois comme ça aura pu être utile et illustrer des cas, des exemples, des usages donnés et IA en particulier. Et donc, c'est à poursuivre sur le prochain café. Merci. Merci. Merci Philippe. Merci John, à bientôt. À bientôt.